on va reprendre. Et donc on était resté donc, sur l'atmosphère de la Terre et toute la problématique autour des conditions initiales qu'avait choisi Stanley Miller pour simuler l'environnement de la Terre primitive. Et donc je finirai cette partie sur l'atmosphère en disant que voilà, cette chimie organique, elle n'a pas forcément lieu que sur la Terre ou sur la Terre primitive. Et on a un cas particulièrement intéressant dans le système solaire, et c'est Titan. Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne. Et c'est un vrai modèle, un vrai cas d'école naturel d'atmosphère réduite. Alors par contre, comme on l'entend souvent, on ne faut pas considérer du tout Titan comme une Terre primitive qui aurait été mise au congélateur. Ça ne s'est pas du tout formé avec les mêmes matériaux, au même endroit. Voilà, si vous prenez la Terre et que vous la mettez même la Terre primitive et que vous la transportez vers Titan, ça donnera certainement pas Titan. Un Titan a été formé au-delà de la zone de glace avec une quantité d'eau considérable qui n'a rien à voir avec la Terre et les mécanismes de formation de la Terre. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, hein. Au contraire, mais ce n'est pas intéressant parce que c'est une terre congelée. C'est intéressant parce que justement c'est un cas typique où on a une composition qui permet des synthèses organiques. Et là, on n'est pas limité par une enceinte expérimentale avec des problèmes de catalyse qu'ils peuvent avoir aux parois d'un réacteur chimique. On est sur un objet qui a une dimension quasiment planétaire, hein, même d'une petite planète, même si c'est un satellite. Ça fait à peu près 5000 km de diamètre. Et la composition de l'atmosphère, c'est N2 et CH4. Avec un petit peu de méthane, pas énormément, seulement environ 2%, mais c'est suffisant pour initier toute une chimie, à la fois par photochimie, hein, le rayonnement solaire, mais aussi, comme Titan est dans la magnétosphère de Saturne, il y a des particules très énergétiques qui vont permettre de dissocier l'azote moléculaire. Et ce que vous voyez ici, cette boule orange, la couleur orange, c'est via de la synthèse de composés organiques. Alors si vous mettez les composés principaux, N2CH4, C2H6, HCN, etc., vous voyez à travers, il n'y a pas de problème, hein, ce ne sont pas des gaz qui absorbent dans le visible. Par contre, vous allez initier une chimie qui est représentée ici de manière un peu simplifiée, qui, à partir de la dissociation de l'azote moléculaire et du méthane, va conduire à la formation d'abord, si je pars du méthane, de petits hydrocarbures, vous voyez, C2H4, C3H8, C2H2, C2H6, donc des petites molécules carbonées, assez simples, mais à partir de ces molécules, C2H2, C4H2, C6H2, vous allez avoir des polyines qui vont pouvoir grossir, et ça a été caractérisé en laboratoire, c'est même observé jusqu'à un certain niveau dans l'atmosphère de Titan, qui vont grossir et puis au final former des composés solides qui vont nucléer dans l'atmosphère de Titan. Et si vous couplez la chimie du méthane et de l'azote, vous allez former des nitriles, mais aussi vous allez avoir aussi une voie de progression vers des oligomères, vers des composés solides, HCN, HC3N, HC5N. Et tout ça, ça va condenser et former cette espèce de brume organique qui peut s'apparenter en fait à ce que j'appelais la mélasse de Stanley Miller en laboratoire, mais qu'on appelle plutôt, alors pour la partie expérimentale, hein, qu'on appelle les tolins, qui sont synthétisés en laboratoire. Quand vous irradiez le méthane et l'azote moléculaire en laboratoire, vous avez une espèce de résidu organique solide, et c'est ça qu'on appelle tolins. Il n'y a pas de tolins dans l'atmosphère de Titan, hein, c'est un usage incorrect du terme. Le tolling, c'est l'analogue de laboratoire de l'aérosol de l'atmosphère de Titan. Et donc c'est cette brume qui masque l'atmosphère. Donc il y a une chimie extrêmement sophistiquée qui a lieu dans l'atmosphère de Titan et qui va jusqu'à tapisser, en fait. Là, ce que vous voyez, c'est une photo qui a été prise par la sonde Huygens.
Et donc, vous voyez ici ces espèces de blocs qui ressemblent à des galets, qui sont en fait des blocs de glace. Hein. Donc là, Titan, c'est un satellite glacé, un peu comme Europe, Callisto, Ganymède, mais qui a en plus cette atmosphère dont l'origine est discutée et assez, en tout cas singulière dans le système solaire. Il n'y a pas d'autres satellites de planètes géantes qui ont une atmosphère comme Titan, et cette espèce de, voilà, on a l'impression de voir des galets puis du sable autour. En fait, on pense plutôt que c'est pas les signatures infrarouges de cette matière, c'est pas des silicates en fait, c'est de la matière organique, donc qui nuclée dans l'atmosphère de Titan par chimie. Donc qui est très favorisée dans des environnements réduits et qui va sédimenter progressivement jusqu'à la surface de Titan, et qui a été en fait analysé par spectrométrie de masse lors de la descente de la sonde de Huygens en 2005 dans l'atmosphère de Titan, donc à traverser. Donc vous avez déjà vu, j'imagine, des images de cette descente de la surface de Titan. On n'a que ça, hein, parce que c'était pas un rover, il n'y avait pas de mobilité, donc il n'y avait même pas un panorama comme Shiva sur Philae, c'était juste un champ dans une direction. Et vous voyez, donc, on voit donc, l'azote, le méthane, on voit de l'argon, du CO2. Bon, pas grand-chose là quand on est en altitude, mais à la surface, on voit apparaître des pics d'hydrocarbures un peu plus lourds, C2H6, C6H6, silbenzène, C2N2. Bon, il n'y a pas vraiment de caractérisation au-delà, mais c'est certain qu'il y a des molécules plus lourdes aussi qui sont présentes. Donc, étudier l'atmosphère de Titan, ça nous permet de voir jusqu'où peut aller l'évolution chimique dans un environnement réduit, en l'absence d'eau à l'état liquide. C'est-à-dire qu'il y a de la glace à la surface de Titan, il y a peut-être du liquide sous la surface de glace de Titan, éventuellement, mais là on a un joli modèle chimique qu'on peut observer, qu'on est même allé explorer, qu'on espère continuer à explorer dans un certain temps. On voit jusqu'où va l'évolution chimique dans ce type d'atmosphère, et on voit que ça va relativement loin. Je ne pense pas qu'il y ait des acides aminés sur Titan, parce que justement, les acides aminés, en général, ils sont libérés quand on passe dans de l'eau à l'état liquide. Alors, il y a du cryovolcanisme, il y a peut-être des fluides qui circulent à l'atmosphère de Titan, donc on ne peut pas tout exclure, hein, c'est aussi étudié, mais bon, dans les grandes lignes, c'est essentiellement cette mélasse organique qu'on a du mal même à caractériser complètement en laboratoire. Les analogues sont très compliqués. On n'a pas d'une formule chimique, enfin on a une formule brute éventuellement, mais on n'a pas une structure chimique qui est clairement identifiée. Alors, pour conclure là sur ces atmosphères, donc quelques mots. Il est déjà, hein, il est très difficile d'établir une composition réelle, qui soit agréée par l'ensemble de la communauté, de la composition de l'atmosphère primitive de la Terre. Donc on est sur des modèles avec un ajustage de quantité de produits plutôt réduits par rapport à une dominante CO2N2 qui varie, hein, suivant les auteurs, suivant même des niches environnementales sur la Terre primitive. Donc deux auteurs, donc vous connaissez, j'imagine, que Carl Sagan, Shiba a beaucoup réfléchi sur ces questions aussi. Ils estiment qu'en fonction de l'état redox de l'atmosphère, c'est aussi ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les figures, hein, les productions peuvent varier sur plusieurs ordres de grandeur. Et donc, ils imaginent un état stationnaire dans une de leurs publications où la concentration des molécules organiques dans les océans primitifs peut varier en fonction, hein, de l'état redox de l'atmosphère de 0,4 grammes par litre à 10-3
grammes par litre. Donc on a plusieurs ordres de grandeur de concentration de matière organique qui dépendent de l'état initial. Alors, en tant que source endogène, il n'y a pas seulement des synthèses dans l'atmosphère, on s'intéresse aussi beaucoup à des environnements sous-marins, des sources hydrothermales, donc les fumeurs noirs essentiellement. Et donc ces sources hydrothermales sont des régions où l'eau des océans, très froide en profondeur, aux alentours de 2 degrés, va s'infiltrer dans le basalte, être chauffée par le magma et puis rejaillir dans ces régions sous forme de sources hydrothermales. Et en fait, donc cette eau est chauffée, est dissout des éléments des roches et va échanger. Il va y avoir possibilité de catalyse dans ces régions. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que alors pas dans tous, mais justement ces fumeurs noirs, pas dans toutes les sources hydrothermales, mais dans ces fumeurs noirs, l'environnement qui y règne est en fait riche en éléments plutôt réduits. Donc on va trouver du CO2, mais aussi du méthane, de l'hydrogène sulfuré, du H2. Donc on se retrouve dans ces conditions réduites qui sont plutôt favorables aux synthèses organiques. Alors, on a entendu parler de serpentinisation, alors que les géologues connaissent bien ça. Alors en début de semaine, j'ai demandé à mon voisin de bureau qui s'appelle Fabien Stalport, qui est géologue, et je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas 1 ou 2 planches pour que je puisse expliquer la serpentinisation et que j'en sache, pour que je comprenne un peu mieux ce que c'est. Et alors, j'étais un peu vexé au début parce qu'il m'a envoyé un truc qui s'appelle la serpentinisation pour les nuls, mais bon. Au final, la réaction, c'est une olivine, une roche qui est présente dans le manteau en profondeur, qui peut réagir avec de l'eau quand on est en pression, à plutôt haute température. Ça va former une roche qui s'appelle la serpentine, un oxyde de fer et relargué H2. Voilà. Et bon, après, ça fait moins nul ici, il m'a donné la formule, donc voilà les formules chimiques. Et donc vous avez cette production d'hydrogène. Donc c'est un des mécanismes qui explique la présence de cet hydrogène au niveau des fumeurs noirs. Et ensuite, avec l'hydrogène, vous ne faites pas tout, mais vous avez cette réaction qui s'appelle la réaction de Fischer-Tropsch, qui est une réaction qui permet... Alors, elle est catalysée, ça ne se fait pas spontanément. Si vous mettez de l'hydrogène avec du CO2, il ne va rien se passer, mais avec certains catalyseurs, vous allez en fait réduire votre CO2, former du méthane et libérer de l'eau. Donc c'est une manière de convertir du CO2, donc un composé qui est plutôt inerte chimiquement, en termes de sa possibilité de synthèse, vers un composé un peu plus réduit. Et c'est le genre de réaction qui se produit. Et il y a des analogues que j'ai pas détaillés ici qui permettent de passer de N2 à NH3 aussi. Donc on peut convertir dans ces régions un environnement plutôt oxydé vers quelque chose de réduit. Et donc il y a des expériences de simulation. Alors elles sont moins nombreuses que les expériences de Miller parce que c'est plus difficile de simuler des choses qui sont à haute pression, à haute température, que de mélanger quelques gaz dans un ballon et de faire une décharge électrique. Expérimentalement, c'est plus compliqué. Alors on pourrait se dire, il n'y a qu'à aller voir. Effectivement, il y a des gens qui vont voir, qui font des prélèvements, mais ces environnements sont bourrés de vie. La vie a colonisé, c'est adapté à ces environnements, donc vous allez trouver des acides aminés, des tonnes d'acides, enfin des tonnes. Oui, si vous raclez beaucoup, vous allez trouver une multitude d'acides aminés qui vont être L, et vraiment là, on est sur la Terre, c'est vraiment une signature de présence, de production biotique de ces molécules. Donc il faut simuler vraiment pour
dans des conditions stériles pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc voilà un exemple, bon, ce n'est pas les plus récents, de simulation. Donc, vous voyez, on est à 150 degrés, 10 atmosphères, et donc voilà, il y a une phase gazeuse qui est en interaction avec une phase aqueuse, une phase minérale, et bon, quand on fait ce type de mélange, quand on fait tourner le système, on produit des acides aminés. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est en général ce qu'on met à titre d'illustration. Toujours, on illustre souvent ces synthèses par la formation d'acides aminés. Donc voilà, alors on est dans une situation un peu de source et de puits, c'est-à-dire qu'on peut effectivement former de la matière organique dans ces environnements. Donc on peut former des petites molécules, mais de là à imaginer que ça peut aller très loin, c'est pas évident parce qu'on est aussi dans des environnements qui sont très chauds. Et donc les biomolécules, les protéines, des enchaînements de nucléotides, ça va pas résister à 350 degrés. Donc on ne peut pas forcément aller très très loin, mais bon, c'est quelque chose qui est étudié avec attention. Et ça peut aussi jouer un rôle tampon, c'est pas le terme exact, de limitation de la concentration de matière organique dans les océans primitifs, puisque, alors, après, on part sur des bases actuelles, c'est-à-dire que de nos jours, on estime qu'il faut environ 10 millions d'années pour que l'eau des océans circule au travers. Et donc, si l'eau circule et passe à 350 degrés avec de la matière organique, ça va aussi détruire les structures que vous avez pu construire. Donc, il y a un rôle positif, synthèse, et un rôle aussi négatif, destruction de matière organique. Alors, par contre, on réfléchit souvent à ces sources hydrothermales parce que ce sont des sources de matière organique, potentielle, pas encore vraiment bien contraintes en termes d'abondance, mais quand on regarde les lunes des satellites glacés essentiellement de Jupiter et de Saturne, les lunes des planètes géantes, pardon. Et donc on constate que, a priori, sous la couche de glace, il y a toutes les raisons de penser qu'il y aurait des couches de liquide, d'eau à l'état liquide. Alors pour les gros satellites, Titan, Ganymède, Callisto, qui ont des diamètres d'environ 5000 km, je l'avais évoqué quand on avait regardé le film mercredi, le diagramme de phase de l'eau fait que si on passe par une phase liquide, vu les pressions qu'on va rencontrer en profondeur, on va forcément recroiser une région où on va avoir de la glace. Donc on a en fait un océan de liquide, mais qui est pris entre deux couches de glace. Alors les apports exogènes de matière organique dont je vais vous parler, il n'y a pas d'atmosphère, donc ils vont se cracher à la surface et très violemment. Et alors on peut imaginer des mécanismes où ce qui survit peut échanger avec le liquide, mais bon, ça reste... on aligne des colliers de perles avec des scies avant d'avoir de la matière organique là-dedans. Il n'y a pas vraiment de minéraux puisqu'on est entre deux couches de glace. C'est assez difficile d'imaginer ça comme un environnement très favorable en termes de synthèse organique et d'évolution chimique. Sans oublier qu'il fait très froid aussi, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie et même la cinétique chimique ça va pas super vite. Alors voilà, les gens qui sont très optimistes disent sur Titan on a une atmosphère qui est extrêmement réduite et il peut y avoir des échanges avec les océans et donc la source de matière organique ça serait l'atmosphère. C'est vrai qu'on ne peut pas l'exclure. Bon, mais de là à imaginer qu'on peut aller pêcher des poissons dans les atmosphères dans les océans de Titan, s'ils existent, parce que pour l'instant il n'y a pas de mesure directe de leur présence. Plein de mesures indirectes, plein de modélisations de structures internes qui vont dans ce sens-là. C'est moins... c'est pas forcément... ça reste à démontrer qu'il y a des échanges comme ça, parce qu'on est sur des couches qui font quelques centaines de kilomètres. Alors que sur Europe, on est dans une structure, on a un satellite qui est plus petit, environ 3000 km de diamètre, et là, si on atteint de l'eau liquide, ce qui est très probable, mais qui n'a pas été mesuré encore directement, si on traverse
dans le diagramme de phase la limite glace-eau. On aura beau descendre, on atteindra les roches. Parce qu'on n'atteindra jamais la pression suffisante où on va repasser à l'état de glace dans le diagramme. Donc pour avoir ça détaillé, je vous conseille, il est en ligne, il y a le cours d'Olivier Grasset il y a quelques années qui détaille vraiment ça extrêmement bien avec les diagrammes de phase de l'eau, toutes les phases de cristallisation de la glace, c'est très très clair. Voilà. Mais voilà, ce type de modèle, ça conduit à ce type de représentation, c'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas d'atmosphère. Donc sources endogènes, c'est de ce type-là, on ne peut pas imaginer. Les sources exogènes, ça tombe sur la surface, c'est difficile, même si effectivement il y a des mouvements, il y a de la convection dans cette croûte glacée. Il peut y avoir des échanges, mais ça reste quand même à caractériser et à quantifier. Mais voilà, il peut y avoir, comme il y a des sources de chaleur, sinon il n'y aurait pas d'océan. S'il y en a un, il faut forcément qu'il y ait des sources de chaleur. On peut imaginer qu'il y ait des sources hydrothermales et éventuellement des synthèses. Et voilà, et c'est ce qui conduit à ce qu'on a vu, voilà, notre copain qu'on a vu il y a quelques jours. Voilà, c'est l'intérêt, et c'est intéressant. Europe est un objet qui est extraordinaire dans le système solaire et qu'il faut vraiment pousser. Ça prendra du temps, mais l'exploration d'Europe est pour moi prioritaire dans le contexte exobiologique. Mais voilà, il faut comprendre pourquoi. Donc effectivement, il y a de l'eau à l'état liquide, il y a éventuellement des sources hydrothermales, et éventuellement, si les sources hydrothermales font de la matière organique et qu'à chaque fois la vie apparaît, voilà, c'est pas complètement déraisonnable de considérer Europe comme un objet vraiment d'intérêt d'un point de vue exobiologique dans le système solaire. Après, d'ici à ce qu'on trouve ça, voilà, le petit bathyscaphe a des soucis à se faire. Mais c'est des représentations assez fréquentes. Et le film, justement, illustrait bien tout ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, on quitte les océans et on va parler maintenant des apports extraterrestres. Alors, je ne veux pas faire une compétition et il ne faut surtout pas se dire que c'est les météorites qui ont gagné et pas les sources hydrothermales, ça n'a vraiment pas de sens. L'intérêt, et c'est pour ça que je passerai peut-être un peu plus de temps là-dessus, c'est qu'on a du solide, c'est-à-dire qu'on a des échantillons qu'on peut analyser et donc là on ne se base plus sur des modèles en se disant si ceci, si cela, il y aurait peut-être telle molécule. Là, on a des météorites, alors pas toutes, les chondrites carbonées, donc qui sont qu'une petite fraction des météorites qui tombent sur Terre, donc on a déjà des estimations de flux. Les météorites, c'est environ 10 tonnes par an, mais il y a aussi des micrométéorites. Je vais en reparler, il y a des flux beaucoup plus importants, de l'ordre de 10 000 tonnes par an. Alors quel était le flux sur la Terre primitive suivant les modèles avant s'il y a eu le LHB, s'il n'y a pas eu le LHB, entre la création de la Terre et le LHB, quel était le flux? On est sur des ordres de grandeur d'estimation de bilan de matière, bien sûr, mais on peut les analyser. Et donc dans ces chondrites carbonées, on se rend compte qu'il peut y avoir jusqu'à 3-4% de carbone qui sont observés. Et la plus connue de ces chondrites, c'est Murchison, qui est celle qui a été le plus analysée et l'une des plus intéressantes. Et historiquement, c'était l'une des premières chondrites carbonées qu'on a tout de suite récupérée et qui n'a pas été contaminée et qui est tombée, je crois, à la fin des années 60. J'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est ça, et qui a tout de suite été récupérée et qui a été analysée et conservée proprement. Et donc on s'est aperçu que dans ces météorites, il y a des acides aminés, plus de 75, et il n'y a pas les 20 acides aminés terrestres, il n'y en a que 8 parmi ces 20 acides aminés terrestres. Bien sûr, au début, tout le monde a pensé que c'était de la contamination, mais voilà, ça a été répété par différentes équipes. Il y a eu des analyses isotopiques sur le matériau analysé qui a vraiment montré que ce n'était pas de la contamination
la contamination terrestre. Et bien sûr, alors on met toujours en avant les acides aminés, mais c'est loin d'être le composé majoritaire, parce que si vous faites un bilan, alors en plus de ce qu'on appelle la fraction soluble, c'est-à-dire que dans les 3% de carbone, il y a une fraction insoluble, dont je vais parler un petit peu après, et une fraction soluble. Et cette fraction soluble, elle est minoritaire dans le carbone qui est présent dans les chondrites carbonés. Et donc vous voyez, en ppm, il y a des acides aminés, mais ce qui vraiment domine, ce sont les acides carboxyliques et d'autres espèces chimiques. On voit bien sûr des hydrocarbures aliphatiques, on trouve des purines, des pyrimidines, d'autres hétérocycles azotés. Il y a une diversité chimique qui est vraiment marquée. Et donc ça s'est synthétisé dans l'espace. Je discuterai un petit peu de certaines voies de synthèse de ce mode de ces molécules. Et aussi on détecte des excès énantiomériques. Par exemple, l'isovaline dans Murchison, il y a un excès énantiomérique de la configuration L de 15% par rapport à la configuration D. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à moins d'être le dernier tenant de la panspermie, personne pense que c'est parce que ce sont des traces de vie. Un excès énantiomérique peut être complètement abiotique, et pour ce type de choses, on évoque plutôt les raisons de synthèse asymétrique avec du rayonnement polarisé que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors rapidement, on parle souvent d'excès de rapport isotopique pour bien caractériser la matière organique et se dire, voilà, on est sûr que ce n'est pas de la contamination. Et voilà en fait le type de diagramme qu'on trace, c'est-à-dire qu'on définit un delta d'un certain isotope. Alors ici c'est le deutérium, ici c'est le carbone 13. Et en fait ce delta, c'est le rapport isotopique de ce deutérium par rapport à l'hydrogène, donc c'est le D sur H en fait là, dans l'échantillon, moins celui d'un standard, donc un standard terrestre, pour le rapport D sur H, c'est la valeur moyenne dans les océans terrestres, ce qu'on appelle le SMOW, Standard Mean Ocean Water, divisé par le standard, multiplié par 1000, donc c'est ça qu'on trace ici. Et pour le carbone, le delta C13, c'est C12 sur C13 de l'échantillon, moins C12 sur C13 d'un standard terrestre, multiplié par 1000. Et vous voyez ici la matière organique terrestre, et se situe là-dedans. Donc les méthanes, les organismes marins, le pétrole, le charbon. Tout se situe, toute la matière organique terrestre se trouve dans cette région-là. Et la matière organique qu'on identifie dans la météorite de Murchison, vous voyez, en plus ça dépend des espèces chimiques, mais voilà, elle se distingue vraiment de la matière terrestre. Donc c'est pas, si vous prenez vos acides aminés et que vous les analysez, ils vont se retrouver là-dedans, et pas ici. Donc c'est vraiment un apport extraterrestre qui est issu d'une chimie, de la nébuleuse ou du milieu interstellaire avant la formation du système solaire. Il y a le même type de mesures. Donc dans Murchison, on trouve de l'uracile, de l'axanthine, de la thymine. Non, pas de la thymine, justement, elle n'est pas détectée. En tout cas, l'uracile, l'axanthine et le delta C13, vous voyez, il est de plus 40 environ, alors que sur Terre, alors les contrôles sol, c'est-à-dire qu'ils ont pris du sol terrestre, alors je ne sais plus exactement est-ce qu'ils ont... Donc, quel sol ils ont pris, mais voilà, dans les sols terrestres, quand ils détectent de l'uracile, c'est plutôt autour de moins 10. Donc c'est vraiment une signature isotopique d'une non-contamination. Et bien sûr, en plus de cette fraction soluble, sur laquelle tout le monde se concentre et à la limite sur lesquels on a des outils d'analyse qui permettent d'avoir des réponses assez claires, voilà, il y a tel acide aminé, il y a telle base azotée, il y a tel acide carboxylique, il y a tout un conglomérat de matières organiques qu'on appelle des kérogènes, qui est vraiment ce qui domine cette matière organique météoritique, et qu'on a beaucoup de mal à caractériser, parce que c'est une espèce de macromolécule. Si on veut vraiment l'analyser, il faut souvent faire une extraction, il faut l'hydrolyser, donc quand on l'hydrolyse, on va perdre la signature de cette structure. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, voilà, il y a des parties qui sont aromatiques, il y a des chaînes aliphatiques, il y a des cycles, il y a un peu de carbone, d'azote, d'oxygène qui traînent là-dedans. Mais on a du mal vraiment à savoir de quoi elle est constituée exactement. En fait, moi, un chimiste aime bien avoir une formule, ou même pour un polymère, un truc qui se répète bien sagement et tout. Et on est loin d'avoir
la capacité, parce que ce matériau ne peut pas être représenté tout simplement par une formule chimique qu'on peut écrire sur une feuille ou faire des jolis dessins en 3D comme ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette matière insoluble, c'est que justement, elle est insoluble. Et si vous faites une extraction et si vous la mettez en solution, elle est insoluble et va former ces petites vésicules dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc il y a une partie, en tout cas, de cette matière insoluble qui est faite de molécules amphiphiles avec une partie polaire, une partie apolaire, et ça va former assez rapidement ce genre de structure. Voilà. Alors, je ne dis pas que les premières cellules, c'était ça, mais en tout cas, on forme des micelles facilement. Hein. Faire une espèce de membrane primitive, voilà, ça c'est pas diaboliquement compliqué. Alors, faire une membrane telle qu'elle est à l'heure actuelle, oui, enfin, c'est avec tout ce qui permet les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, c'est horriblement, moi je trouve ça horriblement compliqué, mais c'est bien loin de ça. Hein. Mais on a quelque chose qui peut éventuellement permettre d'isoler un intérieur et un extérieur à partir de ce type de vésicule. Alors je reparle de Wöhler ici parce que c'est... Alors toutes ces observations, c'est les premiers papiers, c'est les années 70, 80, 90, ça continue encore à l'heure actuelle. Là, il y a eu récemment une météorite qui a été analysée, la météorite de Paris, où il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui sont observées. Donc c'est de la chromatographie en phase gazeuse, HPLC. Mais les chimistes du 19e siècle, ils n'avaient pas d'ingénieurs hygiène et sécurité qui leur disaient il faut pas lécher, il faut pas sentir. Ben voilà, alors ils vivaient peut-être moins longtemps que les chimistes actuels, mais Wöhler, donc tous ces chimistes, même Pasteur, hein, ils avaient récupéré des météorites, ils avaient étudié, ils n'avaient pas fait de la chromatographie, mais ils avaient identifié qu'il y avait du carbone et Wöhler avait senti et avait dit ça sent le pétrole. Et il disait voilà, je suis convaincu qu'en plus du carbone libre de cette météorite, elle contient des substances à faible point d'évaporation qui sont similaires à certains hydrocarbures terrestres. Et ça sent le pétrole. Voilà. Le nez est un instrument d'analyse chimique qui est très puissant. À l'époque, je crois qu'ils étaient tous convaincus, ils n'étaient pas surpris qu'il puisse y avoir des bactéries, des choses comme ça dans les météorites. Bon, c'était pas l'objet de leur recherche scientifique et que ce soit bourré de molécules, voire même de bactéries, ça les stupéfiait pas plus que ça. Et c'est vraiment justement dans les années à partir des 70-80 que les gens ont analysé ça avec un autre regard. Voilà. L'une des dernières publications, l'une des plus spectaculaires qui a eu lieu sur Murchison, elle date de 2010, ouais, le temps passe déjà. Et en fait, c'était une analyse qui a été faite en spectrométrie de masse haute résolution avec un instrument qui s'appelle un FTICR, un Fourier Transform Ion cyclotron résonance. C'est un spectromètre de masse à très très haute résolution. Et alors, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont pris du Murchison, la fraction soluble, uniquement, et alors ils ont fait de l'extraction avec différents solvants, parce que soluble, il y a des choses qui sont solubles dans l'eau et pas dans d'autres solvants, et vice-versa. Donc ils ont fait différentes extractions, et alors ils ont fait de la spectrométrie de masse à haute résolution. Alors pour certains, c'est assez élémentaire, pour d'autres, on est habitué à avoir une masse, une barre, un pic, mais en fait la haute résolution permet d'aller beaucoup plus loin, parce que les éléments chimiques, vous voyez ici, le carbone, donc par référence, c'est 12,0000. Mais si vous regardez l'hydrogène c'est 1,007. L'azote, c'est 14,003 et l'oxygène, c'est 15,99. Et en fait, alors l'azote, c'est un peu une exception.
pour des raisons que je ne développerai pas là. Mais en fait, tout ce qui est en dessous du carbone, c'est un petit peu au-dessus de l'unité. Et tout ce qui est au-dessus du carbone, alors donc oubliez l'azote, c'est une exception, mais l'oxygène, le silicium, le sodium, voilà, tous les autres éléments, c'est un petit peu au-dessus de l'unité. Ce qui fait que, voilà, prenez ces deux molécules là, C5H10N4O2, C10H10N2, toutes les deux, c'est 158. Si vous additionnez, si vous prenez 12 pour le carbone, 1 pour l'hydrogène, 16 pour l'oxygène. Par contre, si vous prenez les décimales, vous avez 58, 158, alors 0,8 c'est pareil pour les deux, mais vous voyez ici c'est 0,803 et 0,843. Donc pour les distinguer, il faut avoir, et c'est possible, mais il faut avoir l'instrument qui permet de séparer les ions suffisamment pour faire la distinction entre toutes ces décimales et faire la différence. Alors ici en fait il faut ce qu'on appelle une résolution qui est de l'ordre de 80 000 pour le spectromètre de masse. Et les FTICR sont des instruments qui ont des résolutions qui vont jusqu'à quasiment 1 million. Donc on va avoir les décimales, on va distinguer. Alors on a la formule brute, on n'a pas la formule développée, mais au moins on arrive à faire la différence entre ces deux formules brutes. Et là vous voyez c'est un extrait de Murchison, vous voyez tous ces pics. On zoome ici entre 315 et 324, vous voyez il y a une forêt de pics encore. Vous prenez juste 319, vous voyez ici on est entre 319 et 319,3, vous avez toute une forêt de pics. Et si vous prenez juste là on est à un pouvoir de résolution de 900 000, donc on est vraiment aux limites de cet instrument. Et bien vous voyez tout ce qu'on voit. Rien que dans cet intervalle entre 319,130 et 319,142. Donc, dans Murchison, il y a des formules brutes. Et pour chaque formule brute, vous avez plein de formules développées. Vous avez peut-être fait ça en chimie où vous vous amusez à deviner toutes les formules développées possibles à partir de formules brutes. Vous avez des centaines, alors je ne me rappelle plus voilà, les chiffres exacts, à la conclusion de leur article, on a des dizaines de milliers de différentes formules brutes, et ils estiment qu'il y a sans doute des millions de structures différentes qui sont présentes dans la météorite de Murchison. Donc on est bien au-delà de ces quelques acides aminés, il y a sans doute des millions de molécules différentes dans cet environnement. Et donc voilà, ça qui arrive sur Terre, et maintenant on est dans une situation où la question c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de millions de molécules, comment est-ce qu'on traite l'information et comment est-ce qu'on fait de la chimie en se disant, bah tiens, on a des millions de molécules dont on connaît juste la masse, et dont on se dit, si on veut avoir les formules développées, bon, on n'a pas encore les techniques, les outils qui permettraient de lister, même quand bien même on aurait cette liste d'1 million de molécules, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on est vraiment dans un saut analytique qui s'est produit au cours des quelques dernières années, où on est content, on a quelques acides aminés, et puis c'est intéressant, mais on sait de quoi en faire parce qu'on a quelques acides aminés, et on a quelques millions de molécules. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question actuelle, d'actualité. Alors, aussi des résultats assez intéressants, assez récents aussi, dans les micrométéorites. On sait depuis bien 20 ans, une vingtaine d'années, que certaines micrométéorites contiennent de la matière organique. Et assez récemment, c'est une équipe du CSNSM à Orsay avec Jean Duprat et Cécile Engrand qui vont collecter ces micrométéorites en Antarctique, qui les ramènent, qui font le tri de ce qui est de la matière banale terrestre et vraiment de la micrométéorite extraterrestre. Et ils ont montré que dans certaines de ces UCAM, donc on les appelle UCAM pour Ultra Carbonaceous Antarctic Micrometeorites, ici vous avez une analyse X, on a des compositions en carbone qui sont extrêmement élevées. Pour les chondrites carbonées, je vous disais, on est à 3, 4, 5% de carbone. Là, on est à plus de 50%, parfois 70% de carbone dans ces micrométéorites. Bon,
le débat scientifique a lieu. Vous voyez, c'est les premières, c'est 2010, les premières publiées. On pense que elles peuvent avoir une origine cométaire. Et c'est aussi si vous vous rappelez, je vous avais dit en gros 10 tonnes de météorites par an, beaucoup plus de micrométéorites, 10 000 tonnes à l'heure actuelle. Les extrapolations sont ce qu'elles sont, mais il y a plusieurs ordres de grandeur de plus de matière qui provient de ce type d'objet. Voilà. Et donc, on fait des expériences, ça c'est une des parties de mes activités, en orbite terrestre pour essayer de voir justement comment se comportent ces molécules organiques. Alors, on les irradie en laboratoire, mais comme on a du mal à reproduire fidèlement le spectre solaire dans la partie UV la plus énergétique, ce qu'on appelle le VUV, vacuum ultraviolet, l'UV du vide, voilà, on emmène nos échantillons qu'on prépare sur des petits supports comme ça. On prépare des petites cellules, on met de la matière organique dedans, on les visse, et puis ça part dans l'espace, et puis ça revient. Et on analyse la matière les molécules qui sont plus ou moins détruites, plus ou moins stables, quand elles sont soumises au rayonnement ultraviolet, tout ça pour essayer de mieux contraindre les budgets de matière qui peuvent tomber sur la Terre, et quelles sont les molécules qui survivent le mieux dans l'espace. Alors, météorites, comètes, on pense peut-être que certaines météorites sont d'origine cométaire. Ça serait très long d'en discuter, donc je n'ai pas évoqué ça. Les comètes sont donc une autre catégorie de petits corps dont on sait aussi beaucoup de choses. Parce que, alors, on a ramené, dans les années 2000, on a ramené des échantillons qui provenaient d'une comète, c'est la mission Stardust, mais bien avant ça, on observait depuis le sol, avec des télescopes, dans l'infrarouge et dans le domaine millimétrique essentiellement, l'atmosphère des comètes. On ne voyait pas le noyau, mais on pouvait observer l'atmosphère des comètes. Et voilà la liste de toutes les molécules qui avaient été détectées jusqu'à Rosetta. Je n'ai pas mis à jour depuis, parce que de toute façon, tout n'est pas publié encore. Et vous voyez que la comète est dominée par l'eau. La phase gazeuse de la comète est dominée par l'eau. Aussi, on pense le solide. Là, on observe le gaz. Donc, c'est la référence C100. Et vous voyez, on trouve du CO, du CO2, mais on trouve aussi des petits hydrocarbures, du méthanol, du formaldéhyde, du NH3, du HCN, dans des proportions qui ne sont pas ridicules, qui ne sont pas de l'ordre du ppm, qui sont de la fraction de pourcent, voire quelques pourcents. Donc voilà, l'environnement cométaire, vous voyez, est très riche en molécules qui sont plutôt réduites. Jean-Pierre vous a parlé des missions qui ont croisé l'orbite de la comète de Halley en 1986. Il y avait des spectromètres de masse à l'intérieur, et ça c'est le résultat d'un instrument qui s'appelait Puma, qui était à bord d'une des sondes Vega. Et donc Puma en fait a récupéré des grains. Alors il les a pas récupérés, il avait une espèce de plaques sur lesquelles les grains venaient s'impacter à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, parce que ça s'est croisé, donc ça a été très rapide, et donc le choc faisait que ces grains étaient complètement ionisés. Et ensuite les ions étaient envoyés dans un spectromètre de masse. C'était un petit temps de vol, donc en gros il y avait un petit différence de potentiel, et puis en fonction du différence de potentiel, la masse les ions, en fonction de leur masse dans une certaine différence de potentiel, les ions ne mettent pas le même temps à parcourir une certaine distance, et donc voilà, on a des pics. Alors la résolution est je parlais du million pour le FTICR, on était autour de 100, donc on a un bâton sur chaque masse, et on est content. Mais vous voyez, on a en plus des petites molécules légères qui sont dans la phase gazeuse, mais donc dans la partie solide, les grains qui sont impactés, on a des masses quasiment on a des pics à chaque masse, pardon, et on monte jusqu'à environ 160 là sur ce spectre moyenné. Et les auteurs à l'époque avaient interprété ça comme étant la présence de molécules comme le benzène, l'adénine, la purine. Ça peut être plein d'autres choses, c'est juste que c'est pas incompatible avec la présence de ces molécules. Mais en gros, ça montre qu'en plus des petites molécules légères, volatiles, qu'on observe depuis la Terre, il y a
matière organique réfractaire qui est présente sous forme solide. Et c'est supporté aussi par des expériences qui sont faites en laboratoire, où on part d'un mélange de glace qui est représentatif de ce qu'on observe dans l'atmosphère de la comète, donc dominé par l'eau, mais on va rajouter du méthanol, du CO2, de l'ammoniac. Enfin bon, on peut choisir les conditions initiales qu'on veut, les faire varier. Et on fait un peu genre une expérience de Miller à 10 Kelvin, c'est-à-dire que le mélange, lui qui soit en phase gazeuse, on le condense sur un point froid, on apporte de l'énergie, alors soit avec des bombardements de particules chargées, soit avec une lampe UV qui va irradier ce mélange de glace. Et on peut faire des analyses in situ en infrarouge, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans la glace, que les molécules réagissent entre elles, et quand on réchauffe, ce mélange, tout ce qui est glace va sublimer, va être pompé, mais il reste sur le support un résidu organique réfractaire qui est assez difficile à analyser. Alors ici vous avez, ça c'est assez récent, là c'est la doctorante, ex-doctorante de Louis d'Andecourt, s'appelle Paola Modica, qui a fait ces superbes images de ce résidu on est parti en fait juste d'eau je ne me rappelle plus, de méthanol et d'ammoniac, je crois qu'il partait de ça. Vous irradiez, vous avez cette espèce de parle de cette mélasse organique. Elle est synthétisée dans ces conditions. Alors elle a été analysée aussi par Orbitrap. On a des spectres, je les ai pas mis faute de temps, mais il y a des spectres de masse qui sont à s'arracher les cheveux, tellement la diversité de la matière organique derrière tout ça est importante. Et ça c'est un bilan qui date d'il y a quelques années, mais voilà, on trouve de tout. On trouve toutes les familles chimiques sont présentes dans ce type de résidus. On trouve des hydrocarbures, des cétones, des amines, des amides. Alors je reviendrai sur les acides aminés dans quelques minutes. Souvent, à part la glycine, les acides aminés, on les trouve seulement quand on fait une hydrolyse acide. C'est pas l'acide aminé n'est pas forcément présent directement et formé directement, à part la glycine, dans ce résidu. Et donc, on s'amuse. Alors, les gens du laboratoire d'Aurélien et Teddy s'amusent beaucoup avec ça, à essayer d'étudier justement, en faisant varier les paramètres initiaux, en étudiant la chimie. En partant juste du formaldéhyde, dans différentes conditions, on va avoir des molécules comme le polyoxyméthylène, le HMT, je vais y revenir. Mais les molécules qui sont formées dans ce type de résidus sont la signature des processus chimiques et des conditions initiales des glaces. Et donc c'est une question, moi en tout cas, qui m'intéresse beaucoup. C'est en fonction des molécules qu'on détecte, qu'est-ce qu'on peut tracer comme histoire chimique de l'objet parent, de l'objet originel, et remonter aux conditions initiales. Et là, oui, je prends l'exemple d'une molécule qui s'appelle l'hexaméthylène tétramine, qui nous intéresse beaucoup parce que, en fait, c'est l'un des produits majoritaires de ce type de simulation, et pourtant, pour l'instant, ça n'a jamais été détecté dans le milieu interstellaire, dans les météorites. Pour l'instant, on le cherche avec les instruments qui sont embarqués sur Rosetta. Mais vous voyez, cette molécule, c'est pour faire joli, mais la formule chimique est ici, c'est C6N4H12. Et en fait, on part avec du méthanol. Si on photolyse le méthanol, on va former du formaldéhyde. Et après, juste thermiquement, en réchauffant, avec l'ammoniac, on va former différents intermédiaires réactionnels. Avec un catalyseur ici qui est l'acide formique, on va former un trimère, et on va ensuite arriver à l'hexaméthylène tétramine avec des choses qui ont été étudiées ces dernières années, des barrières d'activation qui sont différentes et qui peuvent justement tracer l'histoire thermique en fonction de ce qu'on trouve. Et a priori, toute la chimie qu'on considère en laboratoire
disent qu'il devrait y en avoir. Pour l'instant, on ne l'a pas vu, alors parce que peut-être qu'on n'a pas eu encore les outils qui permettent de le détecter, ou peut-être qu'on s'est trompé sur les conditions initiales, ou peut-être qu'on va plutôt avec les conditions initiales, on va plutôt aller vers d'autres produits. Donc ça, c'est voilà, il y a de la chimie, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions. Et donc là, je l'illustre au travers du HMT, mais il y a plein d'études pour expliquer justement la présence d'acides aminés ou de précurseurs d'acides aminés, des bases azotées. Tout ça, c'est pas comme la panspermie où on se dit, ben voilà, les molécules, les organismes, on ne sait pas comment la vie est apparue sur la Terre, donc on repousse ça, elle est apparue ailleurs et elle est arrivée sur Terre. On pourrait se dire, ben, l'apport de molécules organiques, c'est la même chose parce qu'on a du mal à comprendre comment sont synthétisées les molécules organiques dans l'environnement primitif terrestre. Ce n'est pas le cas parce que là, on a des scénarios assez robustes de la manière dont ces molécules sont synthétisées dans éventuellement les glaces cométaires. Bon, il y a d'autres voies de synthèse dans la nébuleuse dont je ne parlerai pas parce qu'en plus c'est pas beaucoup étudié. Dans le milieu interstellaire aussi, ça c'est beaucoup mieux étudié. Mais voilà, ça ne sort pas de nulle part. On sait étudier et c'est à partir de composés qui sont plutôt... voilà, le méthanol, il est observé. On sait qu'il y a du méthanol dans l'atmosphère cométaire, donc il y en a dans les glaces cométaires, et donc voilà, cette chimie peut se dérouler. Et donc quand on voit régulièrement, enfin moins ces derniers temps, mais c'était surtout au début des années 2000, il y a eu des publications qui ont dit, voilà, on fait des résidus par irradiation de glace cométaire interstellaire et on détecte des acides aminés. Avec toujours cet accent, pourquoi les acides aminés sont plus importants que les autres. Bon, je pense que c'est l'héritage historique qui fait que c'est devenu la molécule emblématique en tout cas chez les astrochimistes et les astronomes, c'est la molécule emblématique, mais qui est loin de résoudre l'apparition de la vie. Mais bon, les acides aminés, en fait, sont observés, la sérine, la glycine, l'alanine, l'éthanolamine. Ça, c'est une première publiée, ça c'était Bernstein en 2002, et dans la même issue du journal, Munoz Caro, une autre équipe avait fait aussi le même type de photolyse dans des analogues de glace cométaire, mais à chaque fois, on prend le résidu, donc les espèces de ces jolies petites bulles là, hein, on le prend et qu'est-ce qu'on fait? On le met à 115 degrés dans de l'acide chlorhydrique à 6 mols par litre. Donc ce sont des conditions qui sont extrêmes, c'est une usine, c'est une petite usine chimique. Alors il y a deux écoles, enfin il y a des gens qui disent ça ne fait qu'accélérer ce qui se passerait si ce résidu tombait dans l'océan primitif et donc on est plus acide donc ça va plus vite. Bon. Moi, je ne suis pas convaincu que ça ne fait qu'accélérer, parce que déjà, chauffer, accélérer, vous allez pouvoir avoir des croisements de cinétique qui fait qu'une réaction qui est dominante à 30, 50 degrés, elle va se faire doubler par une réaction à 115 degrés, donc vous aurez une chimie qui va être complètement différente. Et la chimie de l'hydrolyse aussi, c'est une chimie, c'est du lourd, hein, donc... Et je pense que ça, c'est encore pas très bien documenté, mais bon, en tout cas, on peut se dire qu'on a moins des potentiels précurseurs d'acides aminés dans ces analogues. Et aussi, ce résidu, il y a une fraction insoluble, et cette fraction insoluble, si vous la mettez en solution, vous allez former des petites vésicules comme celles qui sont présentées ici. Alors, là, je ne sais plus parce que je n'ai pas regardé la légende, mais en gros, une des lignes, c'est l'analogue de laboratoire et l'autre des lignes, c'est Murchison. Je ne sais plus lequel est lequel, mais vous voyez, ça ressemble beaucoup en termes de vue de loin, à l'œil, ça ressemble. Voilà. Alors, on a envie d'en savoir plus sur les comètes, d'où la mission Rosetta. Je vais me concentrer sur certains des instruments, essentiellement deux, COSAC, rapidement, et surtout COSIMA, qui est celui sur lequel je travaille, mais en sachant qu'il y a une multitude d'instruments comme
des instruments de télédétection dans l'UV, dans le visible, infrarouge, micro-ondes. Vous avez la liste ici et vous avez aussi le détail qui est donné ici. C'est lisible, mais vous pourrez le télécharger et vous verrez un peu le détail des instruments. Donc voilà, l'exploration de la comète n'a pas démarré le 12 novembre. Il a vraiment démarré début août, quand on s'est approché et quand on a commencé à tourner, à faire des on ne tournait pas en rond, mais en tout cas à naviguer autour de ce noyau de comète. Alors je n'ai pas résisté, même si j'avais peur de dépasser, à vous mettre les images les plus récentes de ce noyau. Là, vous voyez, c'était le 31 janvier, donc on voit bien l'activité qui commence à augmenter et les jets là, qui sont vraiment visibles. Et ça, c'est la dernière là, qui a été rendue publique. Et là, en fait, parce que c'est demain, oui, le 14, il y a un survol, donc Rosetta va passer en rase mode quasiment à 6 km de la surface du noyau. Et pour faire ça, elle s'est éloignée, là elle est à une centaine de kilomètres du noyau. Voilà, quand on voit ça, je me disais, ouais, et comment ça ressemblait à une comète. C'est-à-dire que quand on est près, on voit un gros machin, on a l'impression. Ouais, mais bon, là, en fait, l'activité, ce qu'on voit, la comète, les panaches et tout, c'est quand on est loin. Et donc, et on sera assez rarement très loin du noyau de la comète. Enfin, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler au mois d'août, hein, quand on sera au Périhélie, mais ça va être sans doute très spectaculaire. Mais bon, c'était une digression. Et je ne peux plus trop me le permettre vu l'heure. Donc, la traque de la matière organique avec la mission Rosetta, elle est de différents ordres. Il y a déjà confirmé ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que la liste que je vous ai donnée de la matière organique, il y en a. Ce ne sera pas un scoop de découvrir qu'il y a de la matière organique, qu'il y a des molécules carbonées avec Rosetta, parce que, on le sait depuis, pour certaines, 20 ans, 25 ans, on sait qu'il y a des molécules. Mais c'est confirmé et avec des instruments comme Rosina, qui est un spectromètre de masse qui analyse la phase gazeuse, Miro, qui est l'instrument qui est plutôt dans le millimétrique, radio, et Virtis, qui est le spectro infrarouge. Aller à la source, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on a observé, c'est ce qui était dans l'atmosphère, mais voir vraiment ce qui est à la surface, avec les analyses qu'a pu faire Philae déjà, qui ne sont pas encore publiées, analyser les grains qui sont éjectés avec Cosima, et surtout confirmer la présence de molécules qu'on n'a encore jamais identifiées. Hein. Et donc, à un moment, on va faire un saut, j'espère, énorme, avec les instruments que j'ai déjà cités, hein, Rosina, Virtis, COSAC, Cosima. Enfin, COSAC, son intérêt, ça va être vraiment d'aller plus loin dans la diversité. Et donc COSAC, c'est un GC-EMS, un chromatographe en phase gazeuse, qui va échantillonner donc, du sol qui est prélevé à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez un schéma qui est un schéma de principe, je pense même simplifié de l'instrument. En fait, vous avez 8 colonnes chromatographiques différentes, parce que quand l'instrument a été conçu, quand vous envoyez une colonne chromatographique, elle va être caractéristique d'une certaine famille de composés. Donc avec une colonne chromato, vous ne pouvez pas analyser toute la diversité chimique. Donc il y a eu un choix, une sélection de colonnes. Il y en a 8. Il y a 3 de ces colonnes qui sont des colonnes chirales, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'analyser, alors pas pour des acides aminés, parce que les acides aminés ne sont pas volatiles, mais pour des produits plus légers, d'analyser des excès énantiomériques. Donc on peut voir éventuellement s'il y a dans la comète des molécules qui ont déjà un petit excès énantiomérique par rapport entre deux configurations. Donc 3 colonnes chirales, 5 colonnes standards, et ici vous avez une liste non exhaustive des molécules qui ont été testées sur ces différentes colonnes. Hein, et donc qui ont été testées il y a début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, quand les colonnes ont été sélectionnées. Et donc potentiellement, les colonnes de COSAC peuvent analyser ce type, toute cette diversité chimique. Alors, Cosima, c'est l'instrument sur lequel je travaille, et Anaïs fait partie aussi de l'équipe. J'ai passé quelques minutes. C'est un spectromètre de masse. On est loin du million du FTICR. Hein, c'est pas, on n'avait pas la capacité de spatialiser, et toujours pas, un spectromètre de masse avec ce pouvoir de résolution. Donc Cosima, c'est cette boîte qui va exposer dans cette
à cet orifice, il y a un petit orifice ici, des cibles qui font chacune 1 centimètre de côté. Et donc voilà, vous avez un réservoir de cibles, on va en chercher avec un bras robotisé, on va les exposer. Ensuite, on peut changer les cibles en fonction du flux de grains qu'on collecte. La première étape, c'est d'aller de regarder ce qu'on a. Est-ce qu'on a des grains ou pas, et ensuite, en fonction des grains qu'on a identifiés, dont on a déterminé les coordonnées, apporter ça en face d'un canon à ions qui va envoyer des ions d'indium qui vont bombarder les coordonnées qui ont été sélectionnées, et le grain qui a été comme ça bombardé va éjecter des ions qui sont des composants de sa nature chimique, et s'analyser en temps de vol, c'est-à-dire qu'on différencie les masses comme ça, et elles arrivent sur le détecteur avec des temps différents, donc des masses différentes qui correspondent à des temps différents, et vice-versa. Hop. Et donc, alors ça, c'est pas du tout des résultats, des mesures, depuis plusieurs années, on travaille à la préparation, c'est-à-dire qu'on a passé des dizaines et des dizaines de molécules organiques sur des modèles sols, on a analysé des résidus, type résidus qui sont obtenus par irradiation de glace, et donc on se prépare, et c'est le genre de spectre qu'on aimerait bien voir sortir de nos données. Donc ça, c'est un résidu qui a été synthétisé par irradiation de glace, et ça, c'est la comparaison de ce résidu avec un spectre d'hexaméthylène tétramine, et vous voyez, on retrouve dans ce résidu, je vous ai dit, l'hexaméthylène tétramine, on le voit partout, et en plus, il est très facilement analysé avec Cosima. Donc ça, ce sont des spectres de laboratoire, hein, ce n'est pas du tout encore des spectres spatiaux. Et ça, on a une autre molécule qui nous intéresse beaucoup, qui est le polyoxyméthylène. On a aussi préparé en laboratoire tout un travail de calibration qui prend des années avant, parce que quand on est à traiter les données, on a besoin d'avoir, on n'a pas tout forcément, mais une panoplie de molécules qui sont en stock. Et donc en fait, je me rappelle maintenant, c'est presque, c'est déjà de l'histoire ancienne. On pensait on se disait parfois peut-être qu'on verra rien, parce que les grains cométaires, les statistiques disent qu'ils sont tellement petits, il y en aura tellement peu. Avec la résolution de Cosiscope, on verra rien. Et même on s'attendait à ce que la comète soit pas suffisamment active pour qu'on ait des choses à faire avant le mois de novembre, si on avait de la chance. Et donc ça, c'est la première cible qu'on a sortie le 17 août avant. Alors ça, c'est un noir d'or. Et fin août, vous voyez, alors ça se voit pas super bien, mais voilà, on a déjà des grains. On a déjà des grains, et voilà, on était tous en vacances le 18 au boulot. Et parce que oui, au boulot, c'est-à-dire qu'il faut décider, on analyse ce grain-là, qu'est-ce qu'on fait vraiment comme analyse, voilà, il faut sélectionner parce qu'on a une réserve d'indium qui est limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on grille toutes nos cartouches maintenant. Donc il faut avoir une analyse qui est raisonnée, donc vous voyez ici un peu mieux. Et ce qui saute aux yeux dans les spectres de masse, et sur quoi on a déjà communiqué, alors c'est pas la matière organique pour l'instant, mais c'est la présence de sodium et de magnésium. Et là vous avez une illustration de la résolution de l'instrument, donc vous voyez c'est du minéral, donc c'est un petit peu, vous voyez la masse 23, le sodium il est un petit peu en dessous de la masse 23, le magnésium est un petit peu en dessous de la masse 24, et on les voit très bien, et ce qu'on a publié récemment, c'est ces images de grains vous voyez, qui sont des espèces d'agrégats là, qui sont venus s'écrabouiller sur les cibles, et qui laissent penser, pour l'instant c'est notre interprétation, c'est que c'est cette matière là qui est éjectée par la comète pour l'instant, c'est le vieux manteau de la comète, c'est-à-dire ce qui avait été exposé lors de son dernier passage, et qui a passé 3-4 ans dans le système solaire externe, à être irradié, bombardé de rayonnements très énergétiques qui ont sans doute désagrégé cette structure. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est que pour l'instant la comète est en train de se débarrasser de son vieux manteau, et son manteau d'hiver, voilà, et puis elle s'approche du soleil, et les choses sérieuses, le spectacle va commencer. Et pour la matière organique, pour l'instant, il y a très peu de choses. Il y a Virtis, le spectro-infrarouge, qui a vu qu'il y a des bandes
autour de 3 microns, donc des bandes de vibration CH. On en voit, mais de dire vraiment ce que c'est, on n'a pas encore la possibilité de le voir. Alors, même avec Cosima, même avec COSAC, on n'aura pas fait le tour de la question, parce que vous voyez, Murchison, c'est des millions de molécules. Donc, un instrument comme Cosima, si performant qu'il soit avec sa résolution, ne nous permettra pas de faire le tour de la question. Donc, on travaille déjà, à l'heure actuelle, à embarquer, à prévoir des instruments qui seront les instruments de spectrométrie de masse des futures missions spatiales. Et donc, alors ça c'est l'FTICR, donc c'est des trucs avec des champs magnétiques. Enfin, bon, spatialiser ça, on n'imagine pas le faire. Mais depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'était Thermo Fisher a commercialisé un instrument qui s'appelle un Orbitrap, qui est un spectromètre de masse à très haute résolution. Alors, qui, dans ses premières versions commerciales, montait à 200 000. Maintenant, ils ont la capacité de monter à 500 000, voire ils ont des développements de R&D où ils ont publié, ils ont des cellules Orbitrap qui vont à 1 million. Donc, c'est-à-dire que les FTICR plus personne n'achète ces instruments et les gens s'orientent vers les Orbitrap. Donc ça, c'est Roland Thiessen, un de mes collègues de Grenoble, qui a été l'un des premiers à pousser cette instrumentation pour l'analyse d'abord de matériaux plutôt météorites, résidus. Et on travaille maintenant, on a un consortium de laboratoires en France, il y a le LISA, le LATMOS, l'IPAG et le LPC2E et un peu le CSNSM, où voilà, on réfléchit à spatialiser cet instrument. Parce que ça, on se dit, bon, c'est gros, alors c'est moins gros que ça, hein. Ça reste gros, mais en fait, le cœur de cet instrument, c'est ça. C'est ça la cellule Orbitrap. Et vous voyez, c'est tout petit. C'est une vraie pièce de 1 euro, parce qu'on pourrait prendre pour faire croire, on pourrait prendre des grandes pièces de 1 euro et faire Non, on a des. C'est une vraie pièce de 1 euro. Donc vous voyez, le cœur est tout petit et on réfléchit à spatialiser ça, à faire des instruments avec, parce que bon, ça c'est juste la cellule d'analyse qui va détecter les masses, mesurer les masses, donc, mais il nous faut une source d'ionisation, un guide d'ion, et c'est là-dessus qu'on travaille et on imagine dans quelques années faire des analyses à très haute résolution sur des surfaces. De petits corps comme des astéroïdes carbonés, des comètes, dans l'environnement de Titan, à la surface de Mars. C'est vers ça qu'on se dirige. Et donc voilà, ce qu'il nous faut, c'est une source pour ioniser un échantillon, guider les ions. Ça, c'est très important que les ions soient guidés correctement à l'intérieur de l'analyseur. Et en fait, ça s'appelle un orbitrap parce qu'en fait, les ions tournent, sont piégés entre 2 électrodes, ils tournent. Et en fait, la manière dont ils tournent, ça va générer un courant image dont la transformée de Fourier va donner le spectre de masse à très haute résolution. Donc voilà, on est sur des prototypes de table. On démarre. On a démarré en 2010, vous voyez, on était à une résolution de 8000, ce qui est déjà 2 à 3 fois plus que ce qui se fait à l'heure actuelle dans le spatial. Et puis, en affinant, ça c'est la vraie percée, hein, c'était fin 2011, début 2012. Vous voyez, ça sur le fer à 56. On était à 46 000 fin 2011, et puis début 2012, on était déjà à 200 000 de résolution sur le fer. Donc voilà, et c'est tout un travail qui va prendre des années, mais qui je pense, en spectrométrie de masse, on ne va pas passer de 2000 à l'heure actuelle à gentiment 4000, 8000. On va passer de 2000 à 100 000 probablement pour les prochains instruments de spectro de masse auront cette capacité. Donc pour analyser du fer, là vous avez un exemple avec de l'adénine, où on a les masses de l'adénine ionisées avec protonées. Et on travaille sur ce prototype de laboratoire qu'on cherche à faire évoluer et à envoyer un jour. On a plein de schémas comme ça qui font rêver, mais voilà, on cherche à faire quelque chose. Le contexte actuel, c'est qu'il faut que ce soit pas cher, bon, d'accord, il faut que ce soit petit et léger.
hein. Et donc l'avantage de l'Orbitrap, c'est que c'est petit, il n'y a pas de partie mobile, et on peut envisager faire un instrument qui tienne dans une boîte à chaussures et qui soit autour de 3, 4, 5 kilos. Voilà, donc je conclus sur les apports exogènes. Donc les comètes, on sait qu'il y a des petites molécules, il est très probable qu'il y ait des grosses molécules. Auro, dès 1961, faisait un peu des bilans de matière dont il concluait que la quantité de matière apportée par ces apports exogènes, type comète, météorite, était équivalente à ce qu'on pouvait estimer comme production et rendement avec les expériences de Miller dans un environnement réduit. Hein, donc c'est quelque chose qu'il faut... on a les moyens de l'étudier. Voilà. Donc pour conclure cette partie rapidement, la contribution de l'atmosphère, ça dépend des modèles. Donc il y a des cas où c'est très favorable. Il y a sans doute des régions de la Terre primitive où c'était très favorable, hein. Francis vous en a parlé quand il parlait de serpentinisation, hein. On peut très bien imaginer des régions sur Terre où il y avait du méthane, de l'hydrogène. Les fumeurs noirs, ça détruit, ça produit, on manque encore de données expérimentales, et les apports exogènes sont toujours observés, et je conclue toujours en disant, de toute façon, on s'en fiche. Enfin, il y a parfois des discussions sans fin et stériles, à mon avis, de dire c'est plutôt l'atmosphère, c'est plutôt les comètes. Voilà, trop de cuisiniers ne peuvent pas gâcher la soupe prébiotique parce que le problème n'est plus là. Le problème en chimie prébiotique, c'est plus de synthétiser des acides aminés, des bases azotées, et c'est avec ces quelques éléments de chimie prébiotique que je vais conclure. Donc je vais survoler les premières parties parce que le temps a passé, et pour pouvoir m'étendre sur la fin, mais au moins vous aurez les éléments de base. Donc on va voir les acides aminés, les bases puriques et pyrimidiques, les sucres rapidement, et puis après les choses compliquées. Donc la synthèse de Strecker, Strecker ne cherchait pas à faire de la chimie prébiotique, mais il a élaboré une synthèse pour former des acides aminés à partir d'aldéhyde, d'ammoniac et de HCN. Et donc ça se fait en 3 étapes, c'est relativement simple. Vous avez votre aldéhyde qui réagit avec de l'ammoniac pour former une imine. Cette imine, avec du HCN, va former ce qu'on appelle un alpha-aminonitrile. Et si vous avez fait de la chimie organique, vous avez peut-être cassé la tête pour retenir le mécanisme d'hydrolyse d'un nitrile en acide carboxylique, que je vous passe, mais en gros, un nitrile hydrolysé par de l'eau, ça va donner un acide carboxylique et vous avez votre acide aminé. Donc c'est une des voies de synthèse envisagées pour expliquer l'apparition d'acides aminés, et en fait, il n'y a pas d'aldéhyde et il n'y a pas de HCN dans l'expérience de Miller au début, mais les premières molécules qui se forment dès que vous allumez votre décharge, ça va être des aldéhydes et de l'acide cyanhydrique. Et quand vous faites l'inventaire du bilan de ce qui est présent dans les comètes, des aldéhydes il y en a, de l'ammoniac il y en a, de l'acide cyanhydrique il y en a. Donc autant c'est vrai que c'était spectaculaire l'expérience de Miller. Maintenant, et il fallait passer par là, maintenant avec le recul, avoir des acides aminés, former des acides aminés, somme toute, c'est banal et c'est plutôt bien compris. Il y a d'autres voies de synthèse que je ne présenterai pas ici, mais qui existent aussi. Alors je ne vais pas vous lister toutes les voies de synthèse pour les bases azotées, mais une que j'aime beaucoup, c'est la synthèse de l'adénine. Donc c'est une voie qui avait été... Il y en a d'autres, hein, mais une des voies proposées par Ferris et Hörgel en 1966, c'est simplement la polymérisation du HCN. Et vous voyez, vous formez un dimère, un trimère, un tétramère, photolyse pour faire un peu des réarrangements de configuration autour de la double liaison, et vous rajoutez votre 5e HCN et vous avez l'adénine. Alors bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça se passe maintenant, hein, parce que HCN, c'est un poison assez violent, mais dans un environnement riche en HCN, on a la capacité de produire de l'adénine. Alors les rendements ne sont pas forcément extraordinaires. Et depuis, il y a des gens qui travaillent à proposer des mécanismes inspirés, dérivés de cela, avec des meilleurs rendements, avec des catalyseurs. Mais le gros de la chimie est fait. Et là, vous avez d'autres voies de synthèse pour former l'adénine ou la guanine ici.
Et voilà, j'ai mis ça ici parce que ce départ avec le HNNH3, le passage et ces étapes intermédiaires, on les reverra tout à l'heure. Et ça aussi, pour former la cytosine et l'uracile, oui, on part du cyanoacétylène, du cyanoacétaldéhyde, on passe par l'urée, on va en reparler dans quelques instants. Mais tout ça, c'est documenté, c'est plutôt la chimie prébiotique des années 60 et 70, où il lançait en fait sur la lancée de Miller. Miller contribuait à travailler aussi sur ces questions, mais qui s'est retrouvé à un moment face à un mur, c'est-à-dire que bon, on est resté coincé sur ces briques initiales. Et pour les sucres, la réaction de Formose, on part du formaldéhyde, on va former des dimères, des trimères, et les dimères et les trimères peuvent condenser pour former des sucres à 5, comme le ribose, justement, le désoxyribose. On fait des sucres en 6. Donc voilà, il y a toute une chimie. En plus, elle est catalysée avec des oxydes de calcium, des carbonates ou des argiles. On forme des sucres. Alors, le problème des sucres, par chimie du formaldéhyde, c'est qu'on en forme trop. Enfin, trop. On en forme beaucoup. Et le ribose qui est ici, voilà, c'est ce pic-là, et ce n'est qu'un pic parmi une multitude de pics de sucre, et c'est loin d'être le majoritaire, et donc de là on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça serait le ribose qui a été sélectionné, si on est dans la philosophie monde ARN, où on cherche d'abord à faire l'ARN, donc le ribose, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. On a des synthèses non spécifiques. Donc en gros, on sait faire facilement des acides aminés, pas forcément toujours avec des très bons rendements, mais voilà, synthétiser des sucres, des bases azotées, des acides aminés, des vésicules, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est pas sorcier. Voilà. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est d'aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'à partir des années 80, la chimie prébiotique a été un peu embutée. Alors on a amélioré un petit peu le rendement de la synthèse de l'adénine en changeant un petit peu les conditions initiales. Voilà, on trouvait des voies pour enrichir un petit peu le ribose dans le mélange de sucre, mais on était un petit peu embuté parce que tout simplement les choses ne sont pas aussi simples, et même c'est normal que ce ne soit pas simple, on va le voir, qu'enfiler des perles d'acides aminés pour faire des colliers de protéines. Et il y a des gens qui se disent bon, c'est peut-être pas l'ARN qu'il faut former, c'est peut-être ici des structures qui s'appellent peptides nucléiques acides, où on part plutôt d'acides aminés et de liaisons peptidiques comme porteurs de l'information génétique. Donc il y a des gens qui réfléchissent dans toutes les directions pour solutionner ce problème. Et on a beaucoup de mal à associer les briques entre elles, simplement pour des raisons thermodynamiques assez simples. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'eau, pour former une liaison peptidique, vous relarguez de l'eau. Hein, et donc, si vous avez fait un petit peu de chimie, quand vous avez un équilibre chimique, si vous avez plein d'un décomposé ici, ça va déplacer l'équilibre vers la gauche. Hein, donc la synthèse de liaisons peptidiques dans l'eau, c'est quelque chose qui n'est absolument pas spontané, qui est vraiment défavorisé. Et il y a des calculs d'ordre de grandeur où, si on veut si on part d'une mole par litre, pas mal, de concentration assez élevée d'acides aminés, d'un mélange des 20 acides aminés naturels, pour avoir thermodynamiquement une chance d'avoir un peptide de 100 monomères, il faudrait avoir à peu près, sa concentration serait 10-99 moles par litre, donc en gros il faudrait 50 fois le volume de la Terre pour avoir une chance d'avoir ça. Donc ça ne se fait pas tout seul. Et donc ça se fait éventuellement en utilisant des propriétés de surface où là, si les acides aminés sont absorbés sur des surfaces, on se débarrasse de l'eau dans le bilan, ou avoir des systèmes qui sont qu'on appelle activés, qui permettent de ne pas partir des acides aminés, mais de molécules proches, mais qui sont beaucoup plus réactives.
Et on a aussi essayé d'additionner les bases avec les sucres pour former ce qu'on appelle un nucléoside, mais il faut chauffer, c'est très mauvais rendement, ça ne se met jamais à la bonne place, ou très peu. Et pour mettre le phosphate sur le nucléoside, c'est pareil, il faut chauffer, et ça se met en général jamais à la bonne place. Et donc on se retrouve en butée. Voilà, on retrouve le schéma avec lequel j'avais démarré, où on a nos voies sympathiques que j'avais commencé à décrire, c'est-à-dire que vous avez ici le glycolaldéhyde, le glycéraldéhyde, donc les dimères et trimères de formaldéhyde dans la réaction de Formose. On forme effectivement un sucre en 5, et ici on forme la cytosine partant de la cyanamide qui va réagir pour faire de l'urée. Ici on a le cyanoacétylène, le cyanoacétaldéhyde, c'est l'une des voies que je vous avais montré tout à l'heure. On va former la cytosine, mais ça ne marche pas. Voilà. Et les chimistes ont passé 20 ans, 30 ans quasiment à essayer de faire ça, jusqu'à ce que l'équipe de John Sutherland propose un mécanisme qui concerté et qui court-circuite un peu tout le schéma. Et l'idée, c'est pas de retenir par cœur et de voir tous les intermédiaires, mais vous voyez, au lieu de se dire il faut d'abord former la brique A et plus la brique B et de mettre AB ensemble et de les greffer, ben non, on passe pas par là. La voie de synthèse pour former ici un nucléotide où on a le ribose, la cytosine et un phosphate, on a court-circuit le système. Et c'est-à-dire qu'on a... il fallait y penser. C'est une très très belle synthèse, un très beau papier. Et ça a vraiment relancé. Maintenant, il y a plein d'études pour d'autres, même pour les protéines, pour former des peptides. Il y a l'équipe de Robert Pascal à Montpellier qui travaille beaucoup sur ces questions, et ça a vraiment redonné un élan à la chimie prébiotique qu'elle n'avait pas eu depuis quelques années. Et voilà, si vous voulez prendre la suite de ce cours, c'est l'exposé de Robert Pascal aussi que vous retrouverez facilement sur les cours qui sont en ligne ou en revenant l'année prochaine. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Alors peut-être qu'on va dans le mur, j'en sais rien, mais en tout cas avant on était sur le mur et on se cognait de la tête dedans depuis 20 ans. Là, il y a une nouvelle voie qui est prometteuse, qui ne va pas forcément résoudre tous les problèmes, mais qui ouvre un champ d'investigation avec des concepts aussi théoriques que Robert Pascal explique et que je ne développe pas, qui sont vraiment intéressants. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais commencé en disant, voilà, ce schéma, il induit un comportement, un mode de recherche qui est sans doute erroné. Et ce qu'on constate en fait dans les environnements naturels, c'est qu'en général on passe par ces espèces de, ce que j'appelais la mélasse, ces espèces de trucs compliqués qu'on a du mal à caractériser, mais des tholines, la matière organique, la mélasse de Miller, ce résidu organique issu de l'irradiation de glace qu'on appelle plutôt le yellow stuff, que Mayo Greenberg avait été le premier à mettre en avant. La polymérésation de HCN, quelqu'un qui s'appelle Matthews et Minard ont beaucoup travaillé dessus. La matière organique insoluble des météorites, voilà, peut-être que le mur dans lequel on est là pourrait être franchi, alors pas pour faire de l'ADN bien sûr, mais former les premières molécules qui se répliquent et qui évoluent par ce biais, et on commence à réfléchir dans ce sens-là. Et donc voilà, je vous ai mis ça, c'est Stanley Miller. Mayo Greenberg, je l'avais pas mis, mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup contribué à la réflexion sur la chimie du milieu interstellaire, et éventuellement les molécules qu'on trouve, qui peuvent se retrouver dans les comètes. Et ça, c'est Matthews et Minard qui travaillent sur les polymères de HCN. Ça, c'est un truc qu'on avait fait au LISA avec une ancienne doctorante Léna qui avait fait polymériser du HCN pour faire des résidus qu'on a analysés avec les modèles SOL de Cosima. Et vous voyez, le HCN, ça va conduire pareil en quelques jours à une espèce de solide qui est très très compliqué. Donc voilà la voie de l'adénine
Je vous ai dit, elle est élégante, elle est jolie, elle est même simple à retenir. Mais si ça se trouve, ce que proposent Matthews et Minard, c'est qu'à partir de polymères de HCN, et qu'on a même beaucoup de mal à caractériser, on n'a pas de formule simple. On parle de polymères, mais ce n'est pas une succession de monomères simples. Mais on peut avoir des structures où, je vous passe les détails, mais on a des successions de... Un polymère de HCN qui peut se cycliser de temps en temps, relâcher des molécules comme l'adénine. Et donc, on ne va pas forcément... Du plus simple vers le compliqué, on peut passer par du simple, former un truc qu'on a même du mal à caractériser. Et de là peuvent émerger des structures qui vont être les structures intéressantes, potentiellement d'intérêt. Voilà. Et alors j'aime bien. J'arrive sur la fin et donc c'est un collègue chimiste, Jacques Reiss, qui est venu ici il y a quelques années et qui a beaucoup réfléchi aux questions de chimie prébiotique. Et j'ai beaucoup aimé, une fois il a fait cette analogie, il est très fort, il en fait beaucoup, de bonnes analogies. Voilà, effectivement, si on observe le vivant à l'heure actuelle, on essaie de réfléchir à son origine. Mais on est peut-être un peu dans la situation où vous avez un ingénieur actuel qui a une voiture. Et imagine, voilà, une superbe voiture comme ça, au top de l'aérodynamisme, du rendement moteur, voilà. Le top de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Fruit d'une évolution. Et donc si vous prenez un ingénieur automobile qui n'a aucune connaissance du passé, de l'histoire de la voiture, il peut éventuellement extrapoler comme moyen de transport quelque chose avec un moteur qui a un moins bon rendement, un aérodynamisme qui vaut ce qu'il vaut mais qui est pas extra, mais on peut comprendre l'évolution vers quelque chose de plus adapté, peut-être pas le mieux adapté à l'environnement terrestre à l'heure actuelle des voitures qui consomment beaucoup, mais en tout cas plus efficace, plus évolué. Ça c'est une extrapolation possible vers le passé. Mais l'ancêtre du moyen de transport, c'est ça. Hein. Et donc, de ça, on ne peut pas imaginer, on peut pas extrapoler. Et peut-être qu'à un moment, en raisonnant, en essayant de créer l'ARN, ou des choses comme ça, on se trompe. On se trompe peut-être et on est peut-être face à une impossibilité, en tout cas en laboratoire, tant qu'on n'aura pas un exemple extraterrestre, si un jour on en a un, tant qu'on n'aura pas deux exemples de vie qui se sont développés de manière indépendante, il sera sans doute très difficile de réfléchir, enfin, on peut réfléchir, mais d'avoir quelque chose de bien verrouillé sur l'émergence. Hein, c'est comme pour tout, le système solaire, on avait des modèles qui tenaient la route sur ces modes de formation, et quand on en a vu un deuxième, badaboum. Hein, alors tout n'était pas faux, tout n'a pas été acheté, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas comme on l'imaginait pour le système solaire. Pour la vie, ça sera peut-être pareil. Voilà. Alors, bon, je finis avec quelques exemples, parce qu'on a parfois tendance à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on travaille ? Parce que pour beaucoup, la question semble réglée, parce que vous voyez, alors ça date de quoi ? Avril dernier, de l'eau découverte sur un satellite de Saturne. Bon, alors je passe sur le fait que ça fait presque 7 ou 8 ans qu'on le savait, mais bon, ça fait parler de science, on ne va pas se plaindre. Mais voilà, un océan caché sous la surface d'une lune de Saturne Encelade pourrait abriter une vie microbienne extraterrestre. Voilà, l'eau, la vie. Alors je n'ai pas parlé de l'eau par choix, parce que Christine Bartik, à nouveau, je vous renvoie, ou revenez l'année prochaine s'il revient, mais voilà, elle démontre quand même le fait que l'eau, c'est probablement le meilleur solvant pour que la chimie telle qu'on la connaît, en tout cas, puisse se produire. Mais le fait que l'eau soit associée à la vie systématiquement, ça reste encore à prouver. Et on est toujours là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Je reviendrai peut-être là-dessus. Là, pareil, la NASA se donne 20 ans pour trouver des aliens. Alors, pareil, on parle d'Europe cette fois-ci. La couche de glace devrait abriter de l'eau sous forme liquide et permettrait ainsi le développement d'organismes. L'eau liquide permettrait le développement d'organismes. On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien, mais pourtant,
c'est quelque chose qui est prégnant, qui est constant, en tout cas pas forcément dans les gens qui travaillent, mais dans la communication qui est faite. Et voilà, et souvent on est, nous les scientifiques, les gars un peu rébarbatifs qui vont ronchonner en disant mais non. Voilà. S'il y a des gens qui s'intéressent à la science grâce à ça, tant mieux, et qui viennent faire de la science et qui viennent travailler et devenir des scientifiques ronchons comme nous, tant mieux. Mais il faut aussi véhiculer ce discours. Et il y a ça aussi qui est assez... c'est pareil, le méthane sur Mars, la publication la publication est bien, il n'y a rien à dire. La publication, Webster, 2014, décembre, voilà, il détecte du méthane. Alors ça, c'était les premières mesures avec une incertitude assez élevée où en gros on ne détecte rien parce que la barre d'erreur est dans le zéro. Et tout d'un coup, à une période où on a quelque chose de plus élevé qui redescend très vite, et à nouveau pendant une soixantaine de jours, une concentration qui passe, en gros là maintenant on sait que le bruit, la valeur moyenne ce serait plutôt de 0,7 ppb sur Mars, là on passe autour de 7 ppb, donc un enrichissement de 10 sur plusieurs jours. Quelle est l'origine? Alors c'est discuté. Et on voit, ça c'est pas dans l'article, c'est dans l'outreach, c'est dans la communication. Et on voit, voilà, le méthane, les sources de méthane, ça pourrait être la serpentinisation, donc je vous ai expliqué. Voilà. Ce que c'est, il y a des cailloux, de l'eau, il y a de l'eau sur Mars, il y a des cailloux sur Mars, mais c'est mis exactement sur le même plan que les microbes qui produisent le méthane, et ce méthane qui va être relargué, et c'est pas sur le même plan. Effectivement, il y a des bactéries qui produisent du méthane. C'est pas idiot de penser qu'il pourrait y avoir eu de la vie sur Mars. C'est pas qu'elle est plus adaptée aux conditions actuelles. Ça reste un saut qualitatif, mais qu'on peut pas exclure non plus complètement. Mais de là à présenter les choses sur le même plan, c'est biaisé. Et on est toujours là-dessus. Et vous voyez que non, c'est pas parce qu'il y a du méthane qu'il y a de la vie. Hein. On est loin d'avoir résolu tout ça. Et donc, là, c'est fini. Oparine. Un de ses livres de 1924, il le conclut de la manière suivante. On a toutes les raisons de croire que tôt ou tard, on sera capable de démontrer que la vie n'est rien d'autre qu'une forme particulière de l'existence de la matière. Les succès engendrés récemment par la biologie soviétique nous promettent que la création d'organismes simples, artificiels, n'est pas seulement possible, mais sera atteinte dans un futur assez proche. 1924, c'est la première version, ses premiers écrits qu'il a fait. 1938, conclusion, nous sommes face à un problème colossal d'étudier les étapes séparées de l'évolution qui a été décrite ici dans cet ouvrage. La route devant nous est difficile, longue, mais sans doute conduira à la connaissance de la nature de la vie. La construction artificielle ou la synthèse d'organismes vivants est très lointain, mais pas inatteignable. J'étais dans unattainable, inatteignable sur ce chemin. Et on en est là. On en est là, donc on a fait beaucoup de progrès, bien sûr, depuis l'expérience de Miller, mais ça ne permet pas de dire que la vie est un résultat de l'association de carbone et d'eau à l'état liquide. Je cite à nouveau Jacques Reiss, il dit le challenge de la chimie prébiotique, un peu comme j'illustrais avec ma boîte de Lego à l'heure actuelle, c'est de construire une cathédrale sans architecte, sans ingénieur et sans ouvrier. Alors c'est aussi un peu tronqué parce que la chimie... Voilà, il y a des lois, les pierres, les molécules ne sont pas des pierres qu'on agite. Il y a cette approche de la chimie vers la biologie qui est couplée un peu comme vous l'a montré Céline, mais avec toutes les limites aussi de cette approche de la cellule minimale et d'essayer de simplifier le vivant terrestre. On en saura plus si on trouve un jour une vie ailleurs. Alors j'aime bien parce que c'est vrai que André Braque et Jacques Reiss, à chaque fois quand ils font des analogies, ils parlent de genèse et de cathédrale. Donc on est dans... Mais pourtant c'est des chimistes de paillasses endurcis et... La cathédrale de Jacques, c'est quand même avec un brin d'ironie. Oui, je sais, je pense André peut-être aussi. Et voilà, et donc il faut garder les pieds sur Terre, même sur Mars. Voilà.